Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le Togo et 3 autres pays bénéficieront dans les jours à venir d'une mission civilo-militaire de l'Union européenne. Quelle est donc l'idée derrière cette intervention et dans quelles conditions va-t-elle se faire? Élément de réponse dans le développement. Les prévisions pour la petite saison des pluies dans le sud Togo ont été rendues disponibles par l'Agence nationale de la météorologie. Que nous réserve donc cette saison? On en parle tout de suite. La localité de Limpopo, dans le nord-est de l'Afrique du Sud, a été le spectacle d'une fusillade hier, une fusillade opposant les forces de l'ordre à un groupe de braqueurs. Dans ce journal, nous vous donnons suite aux événements. Enfin, la Commission européenne a donné son accord pour un nouveau vaccin parlant de la Covid qui devra être administré aux enfants comme aux adultes en guise de prévention. C'était donc les titres de ce soir. Pour d'amples éclairages, restez avec nous pour en savoir davantage. Bienvenue à tous. Le régime militaire n'est pas la solution. C'est le message du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, aux pays confrontés au coup d'État et ceux présentant des risques de coup d'État. Il appelle donc tous les pays à mettre en place des institutions démocratiques crédibles et l'État de droit. Kofi Kligui. La recrudescence des coups d'État en Afrique ces dernières années fait réagir le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Many countries face deep-seated governance challenges, but military governments are not the solution. De nombreux pays sont foncièrement confrontés aux problèmes de gouvernance, mais les gouvernements militaires ne sont pas la solution. Ils aggravent les problèmes. Ils ne peuvent pas résoudre la crise. Ils ne peuvent que l'aggraver. J'exhorte tous les pays à agir rapidement pour mettre en place des institutions démocratiques crédibles et l'État de droit. C'est le message adressé aux communautés concernées par les coups d'État. Selon Guterres, le putsch comme moyen de résoudre la crise post-électorale au Gabon est inadmissible. Au cours de ces dernières années, l'Afrique a connu plus de coups d'État que d'élections démocratiques. Les récentes séries sont celles du 26 juillet 2023 au Niger et du 30 août 2023 au Gabon. D'autres pays voisins comme le Burkina Faso, le Mali, la Guinée en ont aussi connu, mettant en évidence une tendance alarmante. Par ailleurs, depuis 1960, année des indépendances, le continent a connu en tout 216 tentatives de coup d'État avec 106 réussites contre 108 échouées. Ces événements, bien que spécifiques à chaque pays, ont une source commune, la remise en cause de l'ordre politique établi. Nous vous le disons dans les titres, 4 pays ouest-africains, dont le Togo, vont bénéficier dans les jours à venir d'une mission civilo-militaire de l'Union européenne. L'objectif, contrer l'extension des groupes armés terroristes et l'influence russe de plus en plus croissante dans la zone. Promise, Kwomegbe, félicité Chakbla et l'Onion Kondo. Au moment où la présence militaire occidentale et surtout française divise au sein de la communauté ouest-africaine, l'Union européenne s'apprête à envoyer une mission civilo-militaire au Togo et dans 3 autres pays d'Afrique de l'Ouest. Cette mission aura pour objectif de prévenir l'extension des activités des groupes djihadistes, mais aussi contrer l'influence croissante de la Russie dans la région. Selon les dires, cette mission qui devra être déployée dès que les ministres des Affaires étrangères de l'UE l'auront officiellement approuvée, va former et conseiller les forces de sécurité locales, aider à la préparation d'opérations antiterroristes, apporter un soutien technique et mettre en œuvre des mesures pour renforcer la confiance dans le secteur de la sécurité. Le Togo, le Ghana, le Bénin et la Côte d'Ivoire vont donc accueillir cette force dans un contexte de difficultés diplomatiques pour les acteurs européens dans le Sahel et où les actions de la force Barkhane sont dépréciées par les populations des pays où elle est intervenue, tels que le Mali, le Burkina et le Niger. Ces 3 pays sont actuellement dirigés par des pouvoirs militaires qui ont renversé leurs dirigeants en évoquant, entre autres raisons, la mauvaise gestion de la crise sécuritaire.
À croire les hauts diplomates de l'Union européenne associés à la planification du service européen pour l'action extérieure, cette intervention qui se prépare s'expliquerait par une certaine crainte de l'Union européenne de voir des groupes djihadistes continuer à étendre leurs activités en Afrique de l'Ouest, du Sahel vers les pays côtiers du sud du golfe de Guinée, ce qui pourrait aggraver l'instabilité dans la région. Autre chose, le Bénin et le Ghana auraient déjà envoyé eux-mêmes une invitation à l'Union européenne pour bénéficier de son appui militaire. Après la Seconde Guerre mondiale, le recours à l'armée nucléaire a plongé le monde dans une course à l'armement sans précédent. Le 29 août, marquant la journée internationale contre les essais nucléaires, les Nations Unies espèrent qu'un jour, toutes les armes nucléaires seront éliminées pour la paix et la sécurité dans le monde. Les armes nucléaires posent une menace importante pour l'humanité. Elles constituent une force de dissuasion redoutable. Au fil des années, la menace nucléaire s'accentue. L'interdiction complète des essais nucléaires constitue une étape pour parvenir au désarmement nucléaire. C'est dans cette optique que la communauté internationale appelle à éduquer le public et à le sensibiliser aux effets des explosions expérimentales d'armes atomiques et autres explosions nucléaires et la nécessité d'y mettre fin. L'objectif est de parvenir à un monde sans armes nucléaires. Les armes nucléaires sont classées dans la catégorie des armes de destruction massive au même titre que les armes biologiques et chimiques en raison de sa capacité immense de destruction provoquée par les effets thermiques, de souffle et de rayonnement qui se succèdent. Leur utilisation, même à une échelle restreinte, aurait des conséquences catastrophiques et durables sur la santé humaine, l'environnement, le climat, la production alimentaire et le développement socio-économique pour ne citer que cela. Selon les spécialistes, des milliers d'armes nucléaires sont en fonction actuellement. Pas moins de 5000 armes sont toujours opérationnelles et prêtes à être utilisées rapidement dans les 2 minutes. Rappelons aussi que le premier essai nucléaire a eu lieu le 16 juillet 1945. Depuis cette date, plus de 2000 essais nucléaires ont été effectués. Et au fil des années, il est apparu que les essais nucléaires ont des conséquences redoutables et tragiques. Ces armes actuelles sont beaucoup plus puissantes et destructrices qu'à l'époque. Par ailleurs, à ce jour, 9 pays dans le monde disposent d'armes nucléaires. Voilà, c'est donc ce qu'espèrent les Nations Unies quant à l'utilisation des armes nucléaires. L'Agence nationale de la météorologie a fait part des prévisions sur la petite saison des pluies dans le sud Togo. Démarrage précoce et fond tardive anormale, forte pluie, risque d'inondation et précautions à prendre. On suit cet élément pour plus de détails. L'ensemble du territoire togolais va connaître de septembre à novembre une situation pluviométrique excédentaire à tendance normale. C'est ce que vient de révéler l'Agence nationale de la météorologie, ANAMET. Selon elle, dans le sud Togo, les prévisions révèlent un démarrage précoce anormal de la petite saison pluvieuse des pluies dans toute la zone bimodale, mais également une fin tardive anormale de la saison dans les régions plateaux et maritimes. Des séquences sèches-pauses, pluviométriques longues, à tendance moyenne en début et vers la fin de la saison sont attendues dans toute la zone. L'on pourra observer des écoulements excédentaires sur le plan hydrologique dans tous les bassins fluviaux du Togo. Les agriculteurs devront favoriser la culture des plantes à cycle court et semer dès les premières pluies utiles. Face aux risques d'inondation et de débordement, les populations, surtout les riverains des zones à risque, devront prendre des mesures pour se mettre à l'abri et limiter au maximum les dégâts que ces pluies pourront entraîner. Il faudra également veiller à la gestion rationnelle des sources en eau afin d'assurer les besoins des barrages hydroélectriques et des aménagements hydro-agricoles. Un constat tout aussi important qu'a fait l'UNICEF. Les enfants sur le continent africain sont les plus menacés par le changement climatique. Certains pays d'Afrique de l'Ouest et les pays en guerre sont principalement touchés. Mais malheureusement, les financements de la lutte climatique n'accordent que moins de 3% aux enfants, regrette l'UNICEF dans un récent rapport. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et l'enfance, UNICEF, a porté un regard sur les changements climatiques et leur influence sur la vie des enfants dans le monde. En substance, l'organisation reconnaît que les enfants d'Afrique
sont exceptionnellement vulnérables au changement climatique. Au même moment, ils sont terriblement ignorés par ceux qui sont chargés de financer la lutte contre cette crise. Si l'Afrique est reconnue comme émettant moins de carbone, elle est cependant frappée de manière disproportionnée par les sécheresses, les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur, à en croire l'organe onusien. Parmi les 49 pays évalués, les enfants sont exposés à un risque élevé ou extrêmement élevé de choc climatique. Dans un nouveau rapport intitulé « Il est temps d'agir », je cite, « Il est clair que les membres les plus jeunes de la société africaine subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Pourtant, ils sont les moins aptes à y faire face en raison de leur vulnérabilité physiologique et d'un accès insuffisant aux services sociaux essentiels. » Fin de citation. Particulièrement, les enfants vivant au Nigeria, en Guinée-Bissau, au Tchad, en République centrafricaine, en Somalie et dans les pays en guerre sont les plus menacés. L'UNICEF regrette que ce soit seulement moins de 3% du financement mondial pour lutter contre les changements climatiques qui sont destinés aux enfants. Elle appelle les pays à plus d'efforts en faveur des enfants. Au Niger, la tension ne semble pas baisser, en tout cas pas pour le moment. La France dit ne pas reconnaître le gouvernement des militaires au pouvoir comme étant légitime et le gouvernement, quant à lui, accuse cette dernière d'ingérence. Alors que les manifestations contre la présence militaire et diplomatique française se poursuivent à Niamey, les autorités accusent Paris d'ingérence. Lundi, Emmanuel Macron avait notamment réitéré son soutien au président renversé Mohamed Bazoum, ainsi qu'à l'action diplomatique, voire militaire de la CEDEAO. Le gouvernement de la République du Niger a suivi avec consternation les propos tenus le lundi 28 août 2023 par le président de la République française à l'occasion de son adresse aux ambassadrices et ambassadeurs de France. Ces propos constituant une ingérence supplémentaire flagrante dans les affaires intérieures du Niger. La semaine dernière, les militaires ont donné 48 heures à l'ambassadeur français pour quitter le territoire. Une requête refusée par la France qui estime que le gouvernement nigérien est illégitime. Par ailleurs, environ 1500 soldats français sont présents au Niger dans le cadre d'un accord militaire dénoncé par Niamey. Et nous restons toujours au Niger. Face aux sanctions économiques prises en l'encontre du pays, la population en général en souffre. Elle s'inquiète, la population, mais les entreprises encore plus. Les hommes d'affaires, plus qu'une punition, les hommes d'affaires vivent cette situation comme une totale déstabilisation. Un petit exemple a été présenté dans le reportage qui suit. Le coup d'État contre Mohamed Bazoum n'est pas sans appréhension pour l'économie nigérienne. Des hommes d'affaires craignent pour l'avenir de leurs entreprises. Le cas d'Aziz Kounché, depuis juillet et l'arrivée des militaires au pouvoir dans son pays, sa structure de fabrication de micro-drones pour des organisations humanitaires accuse le coup. Des transactions financières entre le Niger et certains pays ayant été suspendues. Le drone est un outil parfait pour l'aide et le développement parce qu'il permet d'obtenir des données en un temps record. Il peut donc être utilisé pour la cartographie, l'agriculture, les situations de catastrophe et dans de nombreux cas, le drone peut être l'outil idéal. C'est une équipe de 4 personnes qui fabrique ces drones qui aident notamment la Banque mondiale et les Nations unies à cartographier les emplacements des projets, à collecter des données et à atteindre les zones inaccessibles en raison des violences extrémistes croissantes liées à Al-Qaïda et au groupe État islamique. La fabrication d'un drone peut prendre 2 mois. L'entreprise d'Aziz en produit moins de 10 par an, alors que le prix d'un appareil varie entre 20 000 et 150 000 $. En Afrique du Sud, une fusillade a eu lieu hier vendredi dans le nord-est du pays, à Limpopo plus précisément. La fusillade a duré pendant 1h30 environ, a opposé les forces de l'ordre à un groupe d'individus qui essayaient d'attaquer un véhicule de fond. Les bilans font état de 18 morts. Au total, nous vous proposons ce reportage pour d'autres précisions. C'est dans la province de Limpopo, au nord-est de l'Afrique du Sud, qu'a eu lieu vendredi une fusillade. Bilan, 18 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre. Les suspects, qui étaient surveillés depuis plusieurs jours par la police, voulaient attaquer un véhicule de transport de fonds.
Nos officiers ainsi que des membres des forces spéciales les ont interceptés dans une résidence. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à tirer sur les forces de l'ordre. La fusillade a commencé vers 13 h dans l'après-midi et la police a riposté. L'échange de tirs a duré environ 1h30. C'était une véritable guerre. Quand ça s'est enfin terminé, nous avons constaté que 16 hommes et 2 femmes avaient été tués. Selon la police sud-africaine, une enquête avait été ouverte en janvier avec l'aide des services de renseignement. Nos officiers continuent de travailler sur la scène de crime. Mais au moins 7 fusils ont été trouvés pour le moment. Nous en saurons plus sur le nombre d'armes découvertes lorsque nos officiers auront fini de travailler sur les lieux du drame. Nous avons également trouvé des bombes utilisées habituellement dans les délits impliquant le transport de fonds. Certaines d'entre elles ont été placées dans des endroits stratégiques de la résidence afin d'éviter qu'elles n'explosent accidentellement. En mai, le ministre de la Police avait évoqué une hausse de 20% des attaques de véhicules de transport de fonds. L'Union africaine peut devenir le prochain nouveau membre du G20. C'est ce que pense l'Inde de l'Union. Le Premier ministre du pays, Narendra Modi, affirme que cela peut être une évidence puisque le prochain sommet devra donner la priorité aux pays en développement. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que le rôle de son pays en tant qu'hôte du sommet du G20 cette année consisterait à mettre l'accent sur les préoccupations des pays en voie de développement et a proposé à l'Union africaine de devenir un membre permanent du forum. Narendra Modi s'exprimait lors du Business 20 Summit. Cet événement industriel précède le sommet du G20, le club des pays les plus riches du monde qui doit se réunir en Inde en septembre. Le développement économique de l'Afrique est un domaine d'intérêt pour le B20. L'Inde est convaincue que plus l'approche de ce forum sera inclusive, plus son impact sera important. Cela permettra de relever les défis économiques mondiaux, de soutenir la croissance et de mettre en œuvre les décisions prises ici, au sommet du B20. Le Premier ministre indien a par ailleurs affirmé que son pays, grand rival de la Chine, avait les capacités de suppléer aux problèmes d'approvisionnement engendrés par la crise de la Covid. L'Inde a également appelé à trouver des solutions aux questions qui affectent de manière disproportionnée les pays en développement, tels que la dette, l'inflation et le changement climatique. Seul un pays africain, l'Afrique du Sud, est actuellement membre du G20 qui rassemble 19 des plus importantes économies mondiales, en plus de l'Union européenne. Basée à Addis Abeba, l'Union africaine compte 55 pays membres totalisant 3 000 milliards de dollars de PIB. La Covid-19, on en parle peu maintenant, mais il y a du nouveau. Pour lutter contre un nouveau variant de Omicron, la Commission européenne a donné son accord pour l'administration de nouveaux vaccins de Pfizer et BioNTech. Ce vaccin devra aider à prévenir la maladie chez les adultes et les enfants dès l'âge de 6 mois. Tous les détails dans ce reportage. La Commission européenne a donné son feu vert à un nouveau vaccin de Pfizer et BioNTech à l'approche de l'hiver. Si depuis début mai, l'Organisation mondiale de la santé ne considère plus le Covid-19 comme une urgence sanitaire mondiale, le virus continue de circuler partout. Le nouveau vaccin à ARN messager appelé Comirnaty Omicron XBB 1.5 est destiné à prévenir le Covid-19 chez les adultes et les enfants à partir de 6 mois. Une seule dose suffira et ciblera le sous-variant Omicron XBB 1.5. C'est la fin de ce journal. Merci d'être fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.